Bonjour à tous, à toutes. Je crois que c'est à nous, Sébastien. Bonjour à tous. Hem, voilà. Alors je vais me présenter un petit peu, pour ce webinaire, qui était intitulé «Repenser la médecine, complexité et santé intégrative». Et puis ensuite, Sébastien se présentera et on va essayer d'échanger. On a identifié, quelques questions ou quelques, notions qui nous paraissent, intéressantes de débattre ensemble, et de laisser aussi des traces de discussion. Et puis on pourra interagir aussi avec vos questions. Donc, je m'appelle Chloé Bramy, je suis médecin cancérologue spécialisée dans l'accompagnement des patients pendant et après les traitements, notamment sur tout ce qui pouvait s'appeler en tout cas ou s'appelle toujours les soins de support dans l'amélioration de la qualité de vie. Et également docteur en psychologie. Et en 2023, j'ai fondé MuMédecine, qui est un organisme de formation aujourd'hui, mais qui se veut aussi être la première école de médecine intégrative pour les professionnels de santé. Donc aujourd'hui, on va discuter de ce qu'est la médecine intégrative. Peut-être juste donner quelques éléments de contexte. C'est pas inventer une nouvelle médecine dans le sens de ne pas se relier à tout ce pourquoi on lutte contre la maladie. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les structures de santé, dans les facultés de médecine, en fait, on apprend la maladie et on apprend à lutter contre la maladie. Mais ça suffit pas, et on peut manquer de tout ce qui va soutenir le déploiement de la santé au sens large. Et on peut voir aujourd'hui que les défis d'écologie humaine ou d'écologie planétaire nous montrent qu'on ne répond pas complètement à cette dimension de santé globale. Donc, on va discuter un petit peu de ça avec Sébastien Abad, qui est praticien hospitalier, doctorant également, et fondateur d'un très très beau projet autour de la complexité qui s'appelle Nolimus, dont il parlera un peu plus. Et on a la chance de l'avoir comme collègue, comme formateur aussi au sein de la formation longue en santé intégrative et écologie du soin qui existe depuis 2023 et qui est vraiment comme un laboratoire en fait des métiers et dont on va également discuter un petit peu. Donc, Sébastien, peut-être, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Alors oui, parce que franchement, pour moi, tu as dit l'essentiel. Je vais compléter un peu la présentation. Donc, comme tu l'as dit, donc moi, je suis médecin, effectivement, hospitalier. Je travaille au CHU de Rouen. Je suis médecin en soins palliatifs, également médecin de la douleur, et je suis acupuncteur. Donc, voilà, une approche assez large. Et je rejoins en fait ce que tu dis à propos de cette aventure MU, qui pour moi est réellement une aventure. Puisque c'est vraiment poursuivre un peu la révolution qui a eu lieu il y a quelques années quand on a décidé d'arrêter de se centrer sur la maladie et de se centrer vraiment sur d'abord ce qu'on a considéré comme étant le patient, puis le soigner, puis finalement la personne. Parce que c'est ça, en fait, qui nous anime et je pense qu'on va être amené à en discuter un petit peu ensemble. Oui, tout à fait. En fait, on voulait partir de là, dans la formation longue de 9 mois, qui est en fait une pédagogie qui a été déposée. Le premier élément de cette pédagogie, c'est la vulnérabilité du soignant. Et venir vraiment collectivement la regarder, la déposer, parler d'empathie, parler de relations de soins, à travers des outils qui sont parfois des outils complémentaires comme la méditation, mais pas que, avec aussi une approche réflexive, systémique, dont la complexité fait partie. Et peut-être que du coup, tu peux un peu rebondir sur cette notion de vulnérabilité, justement, partagée. Alors oui, effectivement, tu me tends une belle perche avec la vulnérabilité et la complexité. Euh, je vais peut-être d'abord donner quelques mots à propos de la complexité. Je pense que c'est important parce que ce terme-là, on l'emploie parfois un peu à tort et à travers. Souvent, lorsqu'on parle de quelque chose de complexe, on imagine quelque chose de compliqué, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui est bloqué. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avance pas parce qu'on est sidéré, on est englué. La complexité, c'est le contraire, c'est quand ça bouge trop. C'est une approche systémique, mais extrêmement justement dense,
avec beaucoup de flux. Il y a des rapports nombreux, des rapports diversifiés, des choses qu'on a du mal à saisir par l'esprit. Il y a des rétrocontrôles, enfin, et en fait tout ça c'est la vie, quoi. C'est un mouvement incessant où il y a finalement beaucoup plus d'incertitude que de certitude, et c'est ça en fait la complexité. Alors il y a des règles propres aussi à la complexité. Alors c'est Edgar Morin qui a vraiment vulgarisé les choses, qui les a rendues un peu plus accessibles. On ne va pas toutes les énoncer, ces règles, mais il y en a certaines, je trouve, qui sont assez intéressantes. Par exemple, il y a la notion de dialogique, c'est-à-dire de coexistence de ce qu'on considérait comme étant opposé. L'ambivalence, en fait, l'ambivalence qui rejoint un peu le tragique de l'humanité, quoi. Il y a la notion d'hologrammatique, hein, l'idée que finalement, le tout, la totalité, est contenue dans chaque partie de ce système, si infime soit-elle, si petite se croit-elle. Et ben tout ça, c'est la complexité. Et alors, ce qui est intéressant en complexité, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, les choses, elles ne sont pas tranchées. On s'aperçoit que les causes sont multiples. Et quand on revient un petit peu à la vulnérabilité, eh bien finalement, ça nous invite à imaginer la vulnérabilité autrement. Comme je le disais, en médecine, on est passé d'une approche centrée sur la maladie à une approche centrée sur le patient, on va dire initialement. Mais on avait un peu tendance à voir le patient comme étant une petite chose un peu vulnérable face à des praticiens qui, eux, forcément n'avaient pas le droit, enfin ne pouvaient pas être vulnérables, qui étaient des sachants, quoi. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. La vulnérabilité, elle est partagée. Il y a une vulnérabilité soignée, il y a une vulnérabilité soignante. Et cette vulnérabilité qu'on a en tant que soignant, elle a une influence sur la manière dont on va interpréter les choses concernant la personne qui nous fait face. Et elle va aussi avoir une incidence sur la manière dont on va prendre en soin la personne. Donc plutôt que de parler de personnes vulnérables, la proposition qu'on fait en fait en médecine de la complexité, c'est d'imaginer plutôt de parler de situations de haute vulnérabilité. Des situations qui nous relient en fait les uns aux autres et qui méritent d'être travaillées. Oui, merci. Et merci de rappeler cette petite phrase que tu as, enfin cette petite, mais qui est une grande phrase, un mouvement incessant. Et fondamentalement, en fait, soigner, accompagner, c'est aussi accompagner ce mouvement, en fait, ce mouvement de la vie, en fait, hein, des personnes qu'on va rencontrer en étant à un moment dans la rencontre, avec ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, sans être du tout dans cette posture du sauveur, mais vraiment d'être là à un instant, en quelque sorte. Et ça vient du coup m'amener à cette idée, donc dans cette pédagogie qu'on a essayé de mettre en place et qui pour moi était vraiment le fruit de 20 ans d'exploration, de recherche, etc., mais qui ne pouvait exister qu'avec le collectif et avec cette notion d'interdisciplinarité en fait fondamentale. Donc la première étape, c'est vraiment cette vulnérabilité du soignant. La deuxième étape, c'est comment est-ce que on va s'ouvrir à d'autres pratiques complémentaires, à d'autres systèmes, en fait, parce qu'on a besoin de comprendre d'autres systèmes pas à pas. Et puis la troisième partie qui vraiment fait référence à la compréhension du collectif, la compréhension des écosystèmes vivants et de l'environnement dans la manière dont la médecine peut évoluer. Comment est-ce que toi, donc, juste petit aparté, donc la médecine intégrative, ce n'est pas dans la manière dont nous, on va l'aborder, je pense que tu seras d'accord avec moi, uniquement l'utilisation des pratiques complémentaires. C'est-à-dire que ça va bien au-delà dans une démarche systémique. Du coup, elle ne peut exister qu'en intégrant la complexité. Peut-être toi, tu peux rebondir sur ça. Oui, alors c'est vrai que là, encore une fois, c'est des mots-clés, c'est des mots importants. La médecine intégrative, et effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est pas uniquement, alors c'est déjà pas mal, mais c'est pas uniquement l'idée d'intégrer des approches complémentaires à une approche dite conventionnelle. Il y a de cela quand même, hein, quand même. Il y a cet accueil d'une autre manière de faire du soin et un accueil, j'ai envie de dire, raisonné, raisonnable. Et c'est ça qui est fondamental, c'est que on est tous les deux, on est médecins, hein, on est des scientifiques, on a une éthique à laquelle on tient.
Et en fait, cette approche, elle ne peut pas être autrement que, encore une fois, que raisonnée et au service d'un parcours de soins pour la personne. On sait que ces thérapies complémentaires, elles amènent des choses auxquelles la médecine conventionnelle répond difficilement. Mais pour autant, il ne s'agit pas d'éliminer la médecine conventionnelle. Je pense que cette notion de complémentarité est importante. On intègre des approches, mais pour moi, la médecine intégrative, effectivement, ça va au-delà de ça. Là encore, si on fait référence un peu à la manière dont les concepts ont évolué en médecine, on s'est beaucoup intéressé à l'exposome, on s'est beaucoup intéressé à ce à quoi la personne est exposée tout au long de sa vie, venant de l'environnement extérieur, pour simplifier les choses. Et puis peu à peu, on a glissé sur la notion de personnome. On s'est intéressé aussi à ce qui venait de l'intérieur de la personne, ses croyances, ses convictions, sa culture, ses peurs, ses émotions en fait. Donc tout ça, c'est aussi, il faut réintégrer ces choses-là. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas tant que ça, en fait, dans nos pratiques quotidiennes. Et bien, actuellement, on glisse même vers autre chose qu'on appellerait presque le complexome. Ça veut dire qu'on va se centrer non seulement sur la personne, mais on va se centrer sur ses relations. Les relations qu'elle a avec le monde, les relations qu'elle a avec les autres, les relations qu'elle a avec elle-même. Et c'est ça la grande intégration. C'est vraiment de se recentrer sur les relations et de voir comment est-ce que, en mobilisant en fait ces relations, on peut améliorer la lecture qu'on a finalement de la situation, encore une fois, dans laquelle on est pleinement intégré en tant que soignant, à laquelle on participe, à laquelle on contribue, et comment est-ce qu'on peut essayer de faire bouger les choses pour justement remettre du mouvement quand la situation est beaucoup plus compliquée en fait que complexe. Voilà, en quelques mots. Oui, merci. Non, c'est fondamental de replacer un peu de concret et notamment cet art de la relation au centre de la pratique de soins, en tout cas qu'on essaye de déployer. Et on est nombreux en fait, et ça j'ai envie de le dire, on est vraiment nombreux en tant que professionnels de santé à vouloir contribuer en ce sens, en tout cas participer à faire évoluer nos pratiques, comme tu le dis, avec ce parcours de soins, avec cette manière aussi raisonnée, mais quand même en y allant, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on est quand même confronté à énormément de freins, de vulnérabilité, de douleur aussi, du monde du soin. Et du coup, ça intègre pas uniquement les professionnels de santé, ça va intégrer bien évidemment cette systémie. Et ça, c'est un travail que tu fais beaucoup aussi, c'est-à-dire dans ce tissage quand même, notamment avec les directeurs d'hôpitaux, dans ce tissage avec d'autres corps de métier. C'est ce qu'on fait aussi nous dans la formation par le panel des formateurs qui est très interdisciplinaire. Comment est-ce que toi, tu vois aussi cette évolution de travail avec différents corps de métier ensemble ? Alors ça, c'est une question, là encore, extrêmement importante à mon sens. On ne peut pas travailler autrement que dans l'interdisciplinarité actuellement. Ça n'est pas possible. Je pense qu'on ne peut pas, aussi expert peut-on être dans un domaine, prétendre pouvoir toucher tous les autres domaines. C'est pas possible. Et même en imaginant quelqu'un d'omniscient, ça n'existe pas, mais en imaginant quelqu'un d'omniscient, il va quand même lui manquer ce petit regard de l'autre qui souvent permet de faire le pas de côté. Donc l'interdisciplinarité, pour moi, elle est indispensable. Et l'interdisciplinarité, elle doit être large. Parce qu'en fait, encore une fois, on est dans un monde complexe et on ne peut pas imaginer un entre-soi. Par exemple, imaginer qu'une interdisciplinarité ne puisse réunir que des médecins de divers justement spécialités. Ça n'a pas de sens, en fait. Il y a d'autres personnes dans le soin. Il y a d'autres personnes qui sont absolument indispensables aux soins. Et il y a aussi des non-médecins, des non-soignants qui font partie de l'équation. On ne peut pas simplement refuser de les voir. Toutes ces personnes font partie du soin. Ce sont des gens qui sont consultés en fait par les patients. Et tu parlais des directeurs, c'est important. Bah oui, le système fonctionne aussi avec des administrateurs, avec des gens qui ont leur propre culture, leur propre connaissance, leur propre expérience. Et ce serait vraiment aussi dommage de s'en priver. Il y a une notion complémentaire qui me semble importante aussi, c'est celle de transdisciplinarité. Parce que personnellement, je trouve que c'est ce que tu as réussi à mettre en place au sein de MU,
Cette notion de transdisciplinarité, elle est vraiment importante. Pour faire simple, c'est l'idée de pouvoir transporter une situation problématique dans un espace qui ne soit pas propre à une discipline, enfin, quelle qu'elle soit, mais qui soit construit en fait par les disciplines. C'est-à-dire que l'espace lui-même de réflexion est partagé par les différents intervenants. Et on y met, bien entendu, la personne soignée à l'intérieur. Et ça, cette notion de transdisciplinarité, elle est vraiment fondamentale. Et je trouve qu'à MU, on est vraiment, pour moi en tout cas, dans cet environnement-là, d'abord parce qu'on vient tous avec notre propre parcours. Les élèves viennent eux-mêmes avec leur propre parcours professionnel, entre autres. Et puis, on échange beaucoup. On construit beaucoup. On échange aussi bien, je veux dire, sur des données très théoriques et conceptuelles que sur des pratiques. Et à un moment donné, la frontière en fait entre les apprenants et les enseignants se brouille. Et c'est là où la transdisciplinarité, justement, je trouve, opère et nous permet, lorsqu'on sort de cet enseignement, finalement, de se dire, bon, bah, j'ai amené quelque chose, mais ouais, j'en ai aussi retiré pour ma propre pratique et ma propre expertise des informations que je vais pouvoir travailler après à l'extérieur, en dehors en fait de cet espace. Oui, en fait, merci. Moi, je vais faire un petit aparté parce que je pense que ça peut parler. Moi, j'ai fait un doctorat en fait, qui n'est pas fondamentalement un doctorat de psychologie, qui est un doctorat de psychologie et sciences de la pensée et d'autres choses, qui était en fait un doctorat interdisciplinaire, en tout cas tel qu'il était étiqueté par l'école doctorale. Et donc autour du sujet de la méditation, mais avec une exploration qui était à la frontière entre la psychologie, les sciences de l'éducation et la médecine. Et ça a été la première confrontation à cette... Enfin, c'est pas la première, c'est pas vrai, mais en tout cas une confrontation concrète au fait que même lorsqu'on pose l'interdisciplinarité, puisque là c'était un cadre autorisé, interdisciplinaire, en fait, dans la vraie vie, c'est pas si facile. Parce que quand on vient d'une discipline, en fait, on regarde les choses quand même avec un certain cadre. Et donc, à la suite de cette expérience, le doctorat a été mené, etc., mais à la suite de cette expérience, en créant MU, il y a eu quelque chose de fondamental qui a été de dire, si nous ne faisons pas l'expérience ensemble de l'interdisciplinarité, alors la transdisciplinarité ne peut pas arriver. Voilà. Et donc, je crois que c'est ça qui se passe, c'est que comme il y a du vécu interdisciplinaire, du coup, il y a autre chose derrière qui peut émerger. Voilà. Bon, je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, ça me paraissait quand même intéressant de le partager. C'est intéressant. Alors, c'est là encore quelque chose de fondamental. Et alors moi, ça m'inspire une question. Moi, j'ai une question aussi à te poser, même si tu as commencé à y répondre. Mais pourquoi cette aventure, justement, MU on en a déjà parlé, mais j'aimerais bien que tu nous expliques aussi un petit peu ce qui a contribué à élaborer ce projet, qui est un projet un peu fou, qui fonctionne. Et j'aimerais justement savoir un peu quelles sont les grandes forces qu'il y a derrière. Ouais. Bah, je crois vraiment qu'il y a cette idée quand même, la recherche est pour moi essentielle, dans le sens où on est toujours en train de chercher, et moi je suis vraiment toujours en train de chercher, mais confrontée en fait à cette crise que nous vivons, parce qu'elle est réelle, même si, c'est rigolo là, il y a des espèces de... On a l'impression que tout est sombre, mais en fait il y a des lumières, il y a des nouveaux projets là qui sont encore en émergence, mais qui vont être vraiment beaux. En fait, je me suis dit, puisque on n'a pas l'après, c'est très difficile, les moments où on voit que ça ne va pas, mais on n'a pas la direction pour le futur. Donc, puisqu'on n'a pas l'après, est-ce qu'on ne créerait pas une pédagogie ? Et c'est vraiment une pédagogie qui est profonde. Enfin voilà, tu l'as vécu, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a de l'engagement, c'est 9 mois. Enfin, je veux dire, c'est pas...
c'est pas du one shot 7 heures en Zoom chez soi. Hein. Donc il y a déjà quand même ça comme prérequis. On s'y engage. Mais en créant cette pédagogie profonde, j'avais envie de voir, ok, est-ce que de nouvelles choses peuvent émerger? Et allons-y ensemble. Et comme tu dis, ces nouvelles choses inconnues, elles émergent tant des formateurs qui, en fait, c'est très rigolo, au fur et à mesure, donc là, ça fait 3 années, en fait, deviennent un peu plus experts dans leur domaine, comme toi, comme Luc, là, qui sort un livre, comme Thomas aussi, qui vient de sortir un livre sur l'écothérapie. Enfin voilà, chacun grandit, en fait, c'est ça. Et les participants qui, à 80% là, ont été des femmes, mais on a aussi eu des hommes, ont grandi et commencent à faire émerger des projets. En fait, il faut aussi avoir l'idée que tout ça, ça prend du temps. On est venu me voir, je prends cet exemple, on est venu me voir il y a un mois pour un nouveau projet de médecine intégrative ou santé intégrative autour de la ménopause. Et on m'a dit, voilà, je voudrais mettre en place des formations pour mon équipe pour pour le projet. Et donc moi, j'ai dit, ok, pas de problème, on peut former votre équipe, mais voilà un petit peu la temporalité nécessaire pour des gens qui étaient très novices. Et en fait, ça n'a pas répondu au cahier des charges parce que la personne en face avait besoin de quelque chose de très rapide, une formation immédiate. Et je crois que c'est ça. MU, c'est un laboratoire qui montre que le temps et la créativité sont nécessaires à notre époque pour repenser fondamentalement les métiers. Voilà. Ouais, c'est très clair. Je vois en fait exactement ce que tu veux dire. Alors, tu vois ce que tu évoques là, moi, ça m'évoque aussi quelque chose, enfin autre chose et encore. Je pense que c'est assez complémentaire. C'est la différence qu'on peut faire entre la recherche en fait et la science. Voilà, moi comme toi, hein, je suis un scientifique aussi. Mais la recherche, elle demande du temps. La recherche, elle nécessite justement une incubation. Elle nécessite des rencontres. Elle nécessite d'oser, vraiment oser, poser des idées. Euh, Oser faire des petits pas de côté, en fait, avec d'autres gens experts dans d'autres domaines. Et une fois qu'on a fait tous ces pas de côté, une fois qu'on a osé ensemble, une fois qu'on a posé des choses, après on passe à travers, et c'est important, le filtre de la science. C'est-à-dire qu'on va sur des méthodologies rigoureuses pour expérimenter en fait ce qu'on a vécu, expérimenter ce qu'on a imaginé en fait ensemble. Mais ce temps de recherche et ce temps, encore une fois, où on ose les choses ensemble, il est vraiment indispensable. Et parfois, on a l'impression, ou en tout cas, on nous contraint un peu à ne, à nous contraindre, enfin, à ne voir que la science, en fait, que le côté rigide, mais qui est extrêmement important, encore une fois. Pour moi, c'est absolument fondamental. Mais avant, il y a toute cette phase, toute cette période qui demande du temps et qui peut pas se faire effectivement en un mois, qui peut pas se faire en 2 mois, qui parfois demande même des années. Et qui à chaque fois permet justement de faire émerger de nouvelles choses. Voilà, en fait, moi, c'est ce que ça m'évoque, en fait, ce que tu es en train de nous proposer là. Oui, et puis merci. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est, comment dire? Alors, je parle de MU, mais je parle au-delà. Là, je vois que Jean-Marc nous fait un petit coucou. En fait, je sens qu'il y a un énorme réseau aussi qui se déploie dans nos différents territoires aussi, en ce sens, et qui trouve convergence. Je crois en tout cas, chez MU, une des choses qui peut-être fait notre couleur quand même, c'est cette interdisciplinarité, bien sûr, mais c'est aussi ces ponts, toujours, quand même, entre la recherche et l'expérience. Par exemple, ta pratique, c'est un exemple fondamental, mais même dans d'autres disciplines. Je pense par exemple à Marion Voileau, qui est architecte designer, et en fait sur les deux aspects, à la fois de la recherche et à la fois du concret. Et ça, c'est une dimension qui en fait nous permet de rester dans ce mouvement. Tu parlais vraiment de ce mouvement. C'est à partir de là qu'on est dans ce mouvement, en fait, qu'on intègre que ce n'est pas figé, que la santé n'est pas figée, que nos réflexions
ne sont pas figées, que la médecine n'est pas figée et qu'en fait, ensemble, on se questionne. Voilà. Et comment tu vois les choses dans l'avenir? Justement, elle n'était pas prévue, cette question, désolée. Ouais, alors, bon, je vais répondre en 2 temps. Déjà, je vais rebondir déjà en fait sur ce que tu disais là. Alors moi, je fais tout un travail autour justement de la notion d'incertitude. Là encore, il y a une histoire autour de l'incertitude et encore plus de l'incertitude en santé. Quand j'ai commencé mes études, alors il y a un petit moment maintenant, ça se voit pas trop, hein, mais étrangement oui. À l'époque, en fait, il fallait à tout prix combattre l'incertitude par tous les moyens. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment trouver des certitudes. Il y a ce côté rassurant que peut avoir une certitude, donc il fallait combattre l'incertitude. Et puis, il y a eu un deuxième mouvement où en fait on s'est aperçu que c'était peine perdue, parce qu'en fait l'incertitude, elle émerge tout le temps, y compris de nos certitudes. On va régler certaines problématiques, on va avoir l'impression de découvrir un outil absolument formidable qui va nous permettre de tout poser à plat, par exemple l'intelligence artificielle. Ah ben non, en fait, il y a des nouvelles incertitudes après qui naissent de l'outil lui-même et des usages de l'outil lui-même. Donc en fait, on est tout le temps dans l'incertitude. Donc il y a un deuxième courant qui est apparu qui consistait à faire avec. Donc on a développé des stratégies en psychodynamie, etc., pour faire avec l'incertitude. Il y a un troisième courant, on parle d'avenir, le troisième courant, finalement, c'est même d'utiliser en fait l'incertitude. Parce que l'incertitude, c'est quelque chose d'absolument formidable. Quand une situation est compliquée, quand ça a l'air bloqué, quand ça a l'air complètement sidéré, remettre de l'incertitude, bousculer les choses. Mais les bousculer, encore une fois, vraiment avec éthique. Parce que bousculer une situation et générer une crise, s'il n'y a personne pour accompagner cette crise, ça n'a rien d'un acte de soin. En fait, c'est même le contraire. Mais l'idée de générer justement de l'incertitude, de remettre du mouvement et d'accompagner un petit peu la personne sur des nouvelles choses qu'elle va oser, une nouvelle manière de considérer la situation dans laquelle elle est, ça, c'est l'avenir. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un des avenirs. Ça veut dire accepter aussi sa propre incertitude. Hein. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, qui résulte d'un échange qu'on a eu avec Edgar Morin, c'est que la certitude rassure, mais l'incertitude est indispensable aux soins. On ne fera pas de soins sans incertitude. Eh ben, le travail autour de la médecine de la complexité, le travail autour de tout ce qu'on peut faire en médecine intégrative, c'est peut-être justement d'être capable de remettre de l'incertitude là où il n'y en a pas assez, et en même temps d'accompagner une nouvelle construction, tu parlais d'architecture, une nouvelle construction ensemble, un nouveau système dans ces espaces qui doivent demeurer des espaces ouverts. Voilà pour moi en tout cas ce que pourrait être l'avenir. Et donc ça passe, ça passe par des approches, là encore, comme on disait, hein, diverses, complémentaires. Ça nécessite de rester ouvert à ce que dit l'autre, à ce que pense l'autre. J'ai presque envie de dire, surtout quand ils ne pensent pas comme nous. Ça, c'est absolument indispensable aussi que ce ne soit pas une ouverture feinte, mais une vraie ouverture, y compris à celui qui ne pense pas comme moi, pour justement être capable d'enrichir ces espaces de création qui ne peuvent être que des espaces partagés. Bon, et toi, alors, parce que tu me poses la question, mais et toi, comment est-ce que tu vois l'avenir, justement ? En fait, merci déjà pour tout ce que tu viens de partager, qui résonne beaucoup. En fait, j'ai l'impression que la création, et vraiment la création, est notre et la voie à suivre en fait pour oser vraiment repenser des choses et faire émerger des choses concrètes qu'on ne connaît pas matériellement aujourd'hui. Voilà. Et ça l'a été de tout temps. Le problème, c'est comme toujours, c'est les premiers pas voilà, qui sont toujours plus complexes. Et moi, je dis, on est une génération, toi, moi, et peut-être d'ailleurs pas mal de formateurs de l'équipe, et pas mal de professionnels de santé autour de la quarantaine,
qui un peu sont la génération de la transition. C'est-à-dire que au moment où on devait s'installer, au moment où ça devait être un peu cool, ah bah non, finalement, le système bouge, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, ça a créé énormément de contractions, énormément de burn-out, énormément de problématiques d'effondrement. Et en fait, ce qui est complètement cohérent, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Le système ne nous donne pas le temps de la régénération, comme on dit, ou de ce rétablissement. On sait bien en cancérologie, toi et moi, on travaille aussi en cancérologie, que ce temps du rétablissement, il est nécessaire. Voilà. Mais c'est ce rétablissement et ce rétablissement créatif qui va permettre des projets, on va dire, qui ne vont pas être des projets de réparation, mais qui vont être des projets solides, des projets robustes, en fait, cette robustesse dont parle Amand. Donc voilà, donc j'ai juste envie de dire, favoriser des espaces créatifs au sein de vos équipes, au sein des lieux de santé. Pour l'instant, c'est j'ai l'impression, un peu l'urgence, voilà, malgré tout. Hein. Et que les choses vont émerger. Non, je reste confiante. Bah, en réalité, voilà, je crois qu'on est à une époque où on va devoir se positionner et oser. Donc, bon, je crois qu'autant toi que moi et que d'autres, prendre des risques, c'est quelque chose qui fait partie du processus. Maintenant, j'espère que dans 10 ans, les choses seront un peu plus posées et un peu plus... ouais, quand même, un peu plus posées. Voilà. Et j'ai une question justement pour toi, parce que ça fait quand même écho à ça. Toi, tu es actuellement à l'hôpital, dans le public, moi je suis dans le privé. Tout ça, c'est des espaces, en fait, c'est des questions qui sont plus des questions de chemin de vie, où justement il a fallu être un peu équilibriste et être là où, en gros, c'était possible. Mais ceci étant dit, ça reste une vraie question de comment dans cette évolution, en fait, public-privé, sont ensemble. Voilà. Et ça, je le pose, voilà, peut-être pour avoir ton avis. Comment est-ce que toi, tu vois cette évolution dans les liens public et privé? Alors là, c'est une sacrée question. Je te remercie de me rappeler. Bon, alors, je ne suis que médecin à l'hôpital. Je ne suis pas grand directeur, grand dirigeant, loin de là. Mais je pense que là aussi, les choses ont bougé. Il faut arrêter, en fait, je pense, d'être dans la caricature et dans une vision assez manichéenne des choses. Le public, le privé, c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'en fait, on est amené à travailler ensemble. Et il faut, en fait, continuer à monter des projets ensemble. Les savoir-faire sont différents. C'est pas du tout la même chose. Et en même temps, ce sont les mêmes soignants, ce sont les mêmes médecins. J'ai même jusqu'à envie de dire que ce sont les mêmes équipes de direction. Donc, on est fait pour collaborer, pour travailler justement avec des regards qui sont peut-être un petit peu différents et qui vont enrichir l'expérience. Pour moi, il y a trois points absolument importants dans ce qu'on a dit avant et qui vont compléter ma réponse. Moi, j'ai une approche assez conceptuelle des choses. Effectivement, pour le moment, on pose des concepts. On pose des nouveaux concepts de relations. On pose c'est ce qu'on fait avec Nolimus. Hein. On est en train d'imaginer un nouveau modèle de tissu relationnel pour justement intégrer toute cette complexité. Mais à côté de ça, il est impératif d'avoir un pied dans la pratique. Ça veut dire commencer à imaginer une autre manière de faire des consultations, une autre manière de classer un peu les données et de faire des propositions thérapeutiques. Ça passera par des protocoles de recherche, des choses voilà, qui sont très, très cadrées, avec beaucoup d'éthique derrière. Ça, moi, j'y tiens, en tout cas absolument, parce que déjà, je suis formé en éthique et parce que je ne vois pas comment faire autrement. Et puis, il y a un troisième pied, c'est aussi d'être ancré dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a le concept, la pratique soignante, médicale, et puis la réalité dans laquelle on est. La réalité, en fait, de nos établissements, la réalité de nos sociétés, des réalités budgétaires aussi. Comment est-ce que finalement, on peut relever ces défis ensemble? C'est-à-dire que ce n'est pas un système qui va s'en sortir contre un autre, c'est comment est-ce que les systèmes peuvent collaborer pour que finalement, on en sorte tous par le haut. Et ça fait partie de cette approche dont on parlait avant, qui est une approche interdisciplinaire. On ne peut pas travailler ces thèmes-là sans mettre dans la boucle, encore une fois, tous ceux qui sont derrière en train de faire tourner et fonctionner les hôpitaux. Alors bien sûr qu'il y a les médecins, les soignants, mais aussi les administrateurs. Hein, on aime bien, là c'est une autre
Une autre séparation, parfois qu'on aime bien, c'est d'un côté ceux qui soignent et puis de l'autre côté ceux qui font de l'administratif, comme si une tâche était plus noble que l'autre. C'est des rôles différents, en fait, c'est des rôles différents, mais qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Je pense que s'il y avait une chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas travailler les uns. Oui, merci. Ça répond un peu à ce que Cécile, en commentaire nous disait sur, bien sûr, c'est public-privé, c'est la ville, c'est l'ensemble en fait du système qui doit être en effet, enfin qui est déjà en fait. Et enfin voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui par obligation en fait se met en mouvement profondément. Et Même s'il y a du chemin. si je peux rebondir sur ce que tu dis, parce que je vois aussi le commentaire de Cécile, les soins de ville, bien sûr. Enfin, il y a tout un travail à faire sur les réseaux. Il y a un travail à faire sur la médecine de première ligne, la médecine de proximité, parce que c'est quand même par cette porte-là, qu'entrent les personnes en fait en quête de soins. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant à MU, c'est qu'à MU, il y a tout ce mélange-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'y ai trouvé. Mais il y a à la fois des personnes qui viennent de la ville, des personnes qui viennent de l'hôpital. Il y a même des gens qui se sont, pour un temps, retirés des soins parce que dans le questionnement, et qui vont y revenir autrement. Je pense moi, j'aime beaucoup ce microcosme un petit peu, qui n'a pas prétention de représenter quelque chose, mais malgré tout, dans lequel on trouve les grands acteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler ensemble, enfin, dans la vraie vie, quoi. Oui, en fait, je crois quand même qu'on a besoin en effet de communautés, alors on peut appeler ça des communautés de travail, des communautés qui deviennent aussi des communautés de ressources, hein. Mais en tout cas là, dans les métiers, ces communautés, elles sont pas là pour rien, elles sont là parce que en fait, cet espace créatif, il émerge pas que dans nos temps de solitude, même si les retraites méditatives peuvent être extrêmement pourvoyeuses d'espace et d'espace de création. En fait, on a quand même besoin d'être dans ce réel avec les différents corps citoyens pour inventer en fait. Donc ouais, merci. Peut-être dernière chose, j'avais en fait j'avais envie peut-être de terminer avec cette idée que je réfléchis en même temps parce que je vois la question de Cécile sur les étudiants qui m'appellent évidemment. Coucou Déborah. Contente de te voir. Si, ça va faire le lien. Tiens, très bien. Donc, en fait, Sébastien et moi, on s'est rencontrés à Montpellier pendant un événement pour... comment ça s'appelait déjà ? L'université. Voilà, l'Université populaire Edgar Morin. Voilà, pour la chaire Reliant son complexité. Et pourquoi dire ça ? Parce qu'en effet, se relier à différents espaces de pensée permettent aussi quand même cette créativité. Voilà. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose ? Écoute, non. Moi, je trouve que en fait, cette phrase termine parfaitement bien notre échange. Je pense que l'interdisciplinarité, comme on l'a dit, c'est vraiment quelque chose de fondamental, tendant vers la transdisciplinarité, l'acceptation de l'incertitude, et même l'idée de faire de l'incertitude un outil, ça aussi, ça me semble vraiment important. Et puis, encore une fois, ne pas tomber dans le piège ni de la réduction des choses, c'est-à-dire que la réduction donne une facilité, mais de façade, en fait, d'une situation. Il faut accepter une situation dans toute sa complexité. Et même si on ne comprend pas tout, ça n'est pas grave, ça n'est pas pour autant qu'on ne peut pas y intervenir et faire bouger les choses. Et puis, encore une fois, ne pas tomber non plus dans le piège alors j'avais dit de la réduction, mais aussi de la séparation.
la séparation entre ceux qui travaillent, encore une fois, dans le privé et ceux qui travaillent dans le public, les soignants, les soignés, les médecins et le reste du monde. Là, je pense que ça, c'est une vision totalement dépassée. Et pour moi, c'est vraiment aussi le propre de la médecine intégrative que de mettre tout le monde autour de la table pour construire un projet de soins qui va nourrir tout le monde. Tout le monde. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment la médecine de la non-séparation. Voilà, si on fait un espèce de pas de côté, et donc de l'inclusivité. Mais voilà, on va continuer de travailler chacun de nos côtés, et puis ensemble, nous, on se retrouvera le week-end prochain déjà pour la soutenance de nos élèves 2025, voilà, qui sont souvent plein de promesses, et puis en 2026. Et puis vous pouvez du coup nous retrouver soit sur le site de Mumédecine, soit sur le site de Nolimus, et suivre voilà, les différents travaux en cours. On va avoir un article commun bientôt qui va sortir sur le thème de la vitalité dans la revue Hegel de santé intégrative. Et voilà, on reste disponible pour des échanges à venir. L'aventure continue. Merci à tous. Au revoir à tout le monde.